piton de la Fournaise. Un des volcans les plus actifs au monde, avec pas moins de 5 éruptions pour l'année 2019. C'est au sud-est de l'île de la Réunion qu'il faut se rendre pour pouvoir le rencontrer. Âgé de 450 000 ans, ce massif volcanique est jeune au regard du temps géologique. Jeune, certes, mais plein de mystères et d'une grande richesse scientifique. Partant depuis la base du massif pour monter jusqu'aux 2632 mètres au sommet du cratère Dolomieu, cette expédition est un véritable voyage dans le temps et dans la diversité des paysages. De la lande mystérieuse à la composition biologique unique, en passant par les paysages lunaires de la plaine des sables, pour enfin atteindre le sommet minéral hostile, rude mais fascinant, je vous propose de découvrir la Fournaise. Géologiquement parlant, ce massif volcanique est remarquable. La Fournaise et son grand frère, le Piton des Neiges culminant à 3070 mètres, sont en effet reliés par une origine commune. Ce sont des volcans dits de points chauds. Comme son nom l'indique, un point chaud est un lieu précis où la température de la Terre est plus élevée que la normale. Mais pas n'importe quelle partie. Effectivement, la Terre est une planète dite différenciée, c'est-à-dire que sa composition interne est structurée en couches qui se distinguent par leur composition et leurs propriétés. Le plancher terrestre sur lequel nous évoluons, c'est la croûte terrestre. C'est la seule en contact avec l'atmosphère et qui enregistre tous les reliefs, conséquence de la tectonique des plaques. En dessous de cette croûte très mince, à partir d'environ 7 à 35 km de profondeur, se situe le manteau supérieur. C'est une zone assez particulière car elle est à la fois solide et déformable pour la majeure partie. En s'enfonçant encore un peu plus, on trouve la partie inférieure du manteau à 700 km de profondeur. Cette couche, elle aussi ductile, contient des éléments chimiques plus lourds, différents du manteau supérieur, et qui sont attirés par gravité vers le centre de la Terre. Le manteau est appelé ainsi car ce sont les zones principales de la thermogenèse terrestre. Par radioactivité, ils produisent l'essentiel de la chaleur terrestre qui se propage ensuite dans les autres couches. De 2900 jusqu'à 5150 mètres de profondeur, on trouve une couche liquide, le noyau externe, composé de fer en fusion et dont les mouvements de convection interne sont responsables du champ magnétique qui nous entoure. Enfin, au plus profond de notre planète, à 6370 km de la surface, se trouve la graine, ou noyau solide, qui contient principalement du fer et du nickel, mais sous forme cristalline. Cette hétérogénéité de la structure terrestre autorise la mise en place de dynamiques géologiques particulières, et notamment la mise en place des points chauds. Il arrive en effet qu'un panache mantélique profond, venant du manteau inférieur, remonte à travers les couches supérieures et vienne réchauffer très localement la croûte. Celle-ci peut alors entrer en fusion, formant du magma, qui, s'il atteint la surface, donne naissance à un volcan. Un point chaud est spatialement fixe, mais ce n'est pas le cas de la croûte qui se trouve au-dessus de lui. Effectivement, la surface de la Terre est dynamique et sous l'action des mouvements de convection du manteau, on observe des déplacements. C'est la tectonique des plaques. De ce fait, des événements éruptifs espacés dans le temps et d'intensité variable vont permettre la création non pas d'une seule île, mais d'un archipel entier. Dans l'océan Indien, l'archipel des Mascareignes regroupe entre autres Rodrigue, Maurice et la Réunion.
Et sur cette dernière, actuellement à la verticale du point chaud, on trouve deux manifestations importantes de ce volcanisme. Le Piton des Neiges, sommet de l'océan Indien endormi depuis 10 000 ans, et son petit frère, le Piton de la Fournaise, toujours actif depuis 450 000 ans. Ce type de volcanisme est particulièrement intéressant car il permet la formation d'îles ex nihilo qui ne dépendent alors pas d'un continent et dont les dynamiques évolutives sont responsables de leur unicité. Les volcans qui résultent des points chauds se ressemblent beaucoup. Ils forment ce que l'on appelle des volcans boucliers. Effectivement, leur forme très étalée et leur relief peu élevé rappellent un bouclier posé à plat. Ils peuvent être d'une surface très conséquente. Par exemple, le massif du Piton de la Fournaise représente 40% de l'île de la Réunion, les 60% restants étant liés au Piton des Neiges. Tout comme Maurice et Rodrigue, la Réunion est donc une île exclusivement volcanique. Les éruptions du Piton de la Fournaise sont spectaculaires mais peu dangereuses. En effet, comme tous les volcans de ce type, les volcans effusifs, il n'y a pas ou très peu d'explosions qui mettraient l'île en danger. Comparativement au volcanisme explosif, rencontré principalement en bordure de plaques, ce volcanisme représente moins de risques de destruction. La composition particulière de la lave permet de l'expliquer. Celle-ci contient peu de gaz et est très fluide, conséquence de sa température très élevée de plus de 1200 degrés Celsius et de sa pauvreté en silice. Ce minéral est responsable de la formation d'une lave plus visqueuse du fait des liaisons chimiques qui vont s'établir. Son abondance relativement faible pour la fournaise explique pourquoi la lave émise est plus liquide et dévale les pentes assez rapidement. On peut par ailleurs en retrouver les traces dans la roche où de discrètes inclusions d'olivine, un minéral formé de silice, donnent des reflets vert brillants. Pour les volcans effusifs, pas d'explosion cataclysmique, mais seulement des coulées de basalte qui vont s'accumuler au cours du temps et qui vont façonner le cône volcanique. En refroidissant rapidement à l'air libre, les laves émises vont donner une roche volcanique sombre, dénuée de la plupart des cristaux et présentant de nombreuses cavités, témoignant de l'emprisonnement des bulles de gaz. Plus on se rapproche de la zone éruptive active, plus on sera confronté à des paysages lunaires, désertiques et dont la quasi-totalité est dénuée de végétation. La dynamique de la végétation est effectivement intimement liée à la dynamique volcanique. Rappelons-le, une coulée de lave, c'est de la roche en fusion à près de 1200 degrés Celsius. Lors d'une éruption, le sol va alors être stérilisé, le privant de toute forme de vie qui existait avant le passage de la coulée. Concernant la fournaise, l'impact est loin d'être négligeable. Ce volcan, c'est le premier en termes de débit de lave émise avec pas moins de 320 litres expulsés par seconde lors d'épisodes éruptifs importants. En 2019, le volcan a connu un peu plus de 28 jours d'éruption cumulée et un total de 25 millions de mètres cubes de lave a été émis en surface, une quantité impressionnante.
Les conséquences sur la biodiversité sont terribles. Destruction, fragmentation, bref, biologie et géologie en rentrent en conflit, ou pas. Effectivement, cette remise à zéro de la biodiversité par l'aléa volcanique permet de rendre compte d'un phénomène extrêmement important dans la dynamique des écosystèmes, la recolonisation végétale. À La Réunion, ce processus a notamment été étudié par Thérésien Cadet, un botaniste et professeur universitaire directement sur les pentes du massif du Piton de la Fournaise. La recolonisation est aussi appelée succession écologique. Par définition, c'est l'ensemble des étapes décrivant l'évolution d'une succession d'habitats et de communautés vivantes pour un lieu donné et un temps donné. On trouve deux catégories. Primaire, tout d'abord, caractérisée par l'établissement de la vie végétale sur un substrat vierge tel qu'une coulée de lave, comme c'est le cas pour la Fournaise. Et également secondaire, dans un biotope ayant déjà accueilli la vie, mais ayant subi une perturbation écologique. Après une éruption du volcan et lorsque les coulées ont suffisamment refroidi, il devient alors possible pour les végétaux de coloniser ce nouvel espace. Initialement nus, les coulées sont peu à peu investies par un couvert végétal qui peut à long terme devenir une véritable forêt. Mais cette colonisation ne se fait pas de manière anarchique et suit un ordre bien précis, conséquence des interactions qui se développent progressivement et qui font se succéder différentes biocénoses. Dans la majeure partie des cas, elle commence par la fixation sur la roche volcanique de lichen, que l'on qualifie alors d'espèce pionnière. Leur décomposition naturelle finit par fournir le substrat nécessaire à la végétalisation par d'autres espèces végétales. Les lichens ont donc une importance capitale car ils permettent de mettre en place un sol propice aux autres végétaux. Dans un deuxième temps, on peut donc assister à l'implantation de plantes herbacées et des graminées vivaces, demandant relativement peu d'énergie pour leur mise en place et leur maintien, et possédant une grande résistance. Effectivement, sans protection par des strates végétales plus élevées, et notamment des arbres, les espèces en place sont plus soumises aux aléas climatiques, comme le vent, la pluie, l'ensoleillement ou la température, qui peuvent être d'une importance assez forte, surtout en milieu tropical. Puis, quelques buissons et boisements primaires vont se développer. Au cours de ces premières étapes, les interactions entre différents acteurs de cette succession vont en se multipliant et en s'intensifiant, limitant le développement de certaines espèces, faisant disparaître d'autres ou au contraire favorisant leur implantation. Enfin, au stade le plus abouti de la succession végétale se trouve le climax forestier. Une forêt a donc pu voir le jour sur un sol à l'origine complètement dénué de vie et qui présente maintenant une richesse écologique impressionnante. Dans le temps, on aura ainsi assisté à une augmentation graduelle des couches du sol, de la biomasse et également de la biodiversité. Le massif du Piton de la Fournaise constitue un excellent exemple pour illustrer cette dynamique écosystémique. En suivant la mythique route des laves jusqu'au sommet, on peut remonter le temps de la colonisation végétale de cette partie de l'île depuis la dernière éruption majeure du volcan. Et si on met en relation les données géologiques en lien avec la composition de la roche et les différents effondrements, la datation de cette succession écologique devient alors possible.
Lors d'une éruption, de la lave dévale les pentes du volcan. Cette lave, c'est du magma produit en profondeur par la fusion des roches et qui arrive en surface. Conséquence de l'augmentation locale de la température et de la composition des roches, la roche fondue ne va pas remonter directement à la surface, mais s'accumuler dans une zone plus ou moins définie, la chambre magmatique. Loin des images d'Épinal de la poche de magma bouillonnant dans une caverne, c'est avant tout un réservoir souterrain contenant de la roche en fusion et qui est plus ou moins défini. Ses dimensions varient entre quelques dizaines de kilomètres cubes à parfois quelques centaines suivant la production de magma. Lorsque celui-ci trouve un chemin vers la surface, au gré des fissures naturelles dans la roche et de la pression exercée par ce fluide, un col volcanique va pouvoir se former au cours d'une éruption. Cependant, ce phénomène reste relativement assez rare au regard de la multitude de chambres magmatiques existantes et ayant existé. La plupart du temps, le magma ne parvient pas à atteindre la surface et son lent refroidissement graduel met en place des structures rocheuses particulières appelées des plutons. Ces roches sont à l'origine de la nouvelle croûte continentale suivant ce mécanisme d'accrétion continentale. Concernant le piton de la fournaise, le magma ne trouve pas trop de mal à rejoindre la surface, comme en témoignent les nombreuses éruptions qui ont lieu en 2019. Cela peut être en partie expliqué par la faible profondeur de la poche magmatique superficielle. Effectivement, celle-ci ne se trouve seulement qu'à 2 km de profondeur sous le cratère Dolomieu, soit environ au niveau de la mer. Les poches génératrices de magma et alimentant la superficielle sont quant à elles plus profondes, situées entre 2 et 5 km de profondeur sous le niveau marin. Le cratère Dolomieu constitue le point culminant du massif. Il porte le nom d'un minéralogiste et géologue français, Déodat Gradet de Dolomieu, ayant vécu au XVIIIe siècle. Aujourd'hui profond de 350 mètres, ce cratère pourrait contenir entièrement la tour Eiffel. Il est cependant en train de se remplir au fur et à mesure des éruptions sommitales et sera probablement comblé par les laves figées dans les centaines d'années à venir. Ses dimensions sont impressionnantes et font de ce cratère un lieu incontournable sur l'île. Culminant à 2632 mètres, il montre une ouverture béante comprise entre 700 et 1000 mètres de diamètre. Mais prudence! Ce volcan, c'est un édifice dynamique en métamorphose constante. Les phénomènes d'érosion importants en milieu tropical, couplés à une roche cassante et coupante, rendent le terrain très instable et la progression dangereuse. L'accès à l'enclos, la dernière caldeira volcanique, est aujourd'hui régulé afin de prévenir les risques lors des éruptions, et le sentier est clairement balisé pour limiter les risques d'effondrement et de glissement de terrain qui pourraient avoir des conséquences tragiques.
Le piton de la Fournaise, c'est ce volcan qui fait la fierté de l'île de la Réunion. Curiosité scientifique suscitant à la fois l'attrait et la méfiance, c'est aujourd'hui un lieu à la fois scientifique et touristique, d'acquisition de connaissances et de partage pour mieux comprendre notre Terre et sa dynamique.